Emmanuel Macron et le gouvernement réforment un train d'enfer. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme-là? Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Immigration, bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Immigration, sécurité, chômage, j'en passe et des meilleurs, plus les dossiers comme Notre-Dame-des-Landes à régler. Vous réformez tous azimuts, c'est la bonne méthode, ça? Le président de la République l'a affirmé, l'a assumé devant ses vœux aux Français le 31 décembre. Ouais. Il a fixé un cap, une France plus forte et plus juste. Et il a fixé aussi une méthode, l'action. Vous regardez, c'est un mot qu'il a répété à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que après avoir succédé à des gouvernements de droite comme de gauche qui souvent n'ont pas osé prendre les décisions qui s'imposaient, n'ont pas, eh bien, nous faisons tomber un certain nombre de tabous, c'est vrai. Nous l'avons fait depuis 6 mois avec des mesures en matière fiscale, cet ISF qui a été enfin abandonné. Pas de nouvel impôt d'ici à la fin du quinquennat, sûr, promis, juré, craché. Mais Bruno Le Maire l'a réaffirmé, et c'est aussi ce qui change, parce que souvenez-vous, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, de 2007 à 2017, 84 nouveaux impôts et un assommoir fiscal qui a été manié tant par la droite que par la gauche. On se souvient de la douloureuse en 2012, 55 milliards d'euros, c'était pour moitié imputable au gouvernement précédent et à celui de François Hollande. Donc on voit bien que nous... Sûr. Mais comment vous allez faire quand vous allez supprimer complètement la taxe d'habitation, puisque c'est à l'ordre du jour? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, l'État fait des efforts, l'État s'impose lui-même un régime strict. On voit pas beaucoup les réductions de dépenses publiques, là. Mais attends, on est dans un exercice budgétaire quand même d'une rigueur certaine. C'est pour la première fois depuis de nombreuses années, on touche du bois, nous allons être enfin sous les 3% de déficit. Et je peux vous dire que ça change. Et ça nous redonne une crédibilité au niveau européen. Donc l'État fait des efforts. Et puis l'État aussi, il ne s'agit pas de faire la technique du rabot, il s'agit de faire aussi des réformes de structure. C'est pourquoi nous sommes engagés avec, vous savez, ce dispositif qui s'appelle Action publique 2022 pour totalement repenser nos politiques publiques. Y compris au ministère des Affaires étrangères? Mais partout. Ça veut dire cet quoi? exercice. Ça veut dire des fermetures de consulats? Mais ça veut dire par exemple le recours au numérique qui permet de faire des gains de productivité, qui permet de redéployer des personnels sur des missions plus importantes. Ce que vous faites au ministère des Affaires étrangères? Bien sûr, par exemple. Est-ce que vous allez fermer les consulats? On n'est pas là-dessus. On est sur l'idée de rendre plus accessible un certain nombre d'actes et donc on déploie énormément de téléprocédures pour les Français de l'étranger notamment. Qu'est-ce qui est prioritaire? Sur quoi vous serez, d'après vous, jugé prioritairement? Moi, je crois qu'on sera jugé sur les résultats. Ça paraît trivial de le dire. Ça, c'est clair. Mais résultats dans quel domaine? Mais parce que ça change. Si vous voulez, les Français ont vu depuis 10, 15 ans que en matière de chômage, les résultats n'étaient pas forcément là, qu'en matière de formation, là aussi, les résultats n'étaient pas là, puisqu'il y a une inadaptation entre l'offre et la demande. Beaucoup de personnes ne trouvent pas d'emploi et beaucoup d'employeurs ne trouvent pas d'employés non plus. Donc on voit bien qu'il y a des sujets de transformation du pays qui sont bien profonds et on a besoin de les prendre à bras-le-corps. Je crois que c'est ce qui caractérise l'action du gouvernement sous l'autorité d'Édouard Philippe. C'est je revendique... Bon Premier ministre. Excellent animateur, non seulement du gouvernement, mais de la majorité parlementaire. Beaucoup, hein, on a vu sur Notre-Dame-des-Landes. Oui, et justement, quand je vois Édouard Philippe qui va justement sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes, voir, écouter, sans tambour ni trompette, mais tout simplement pour se rendre compte des choses, je crois que ça marque, c'est une marque de fabrique, parce que on se souvient d'un Premier ministre qui était élu du département, Jean-Marc Ayrault, j'ai pas le souvenir qu'il ait fait ça. Ça montre une chose, c'est que ce gouvernement, il est les deux pieds sur le terrain, et qu'on garde les pieds sur terre. Qui est-ce qui va prendre la décision, Philippe ou Macron? Mais vous savez, le Premier ministre et le Président de la République se parlent quotidiennement, et donc naturellement, ils auront l'occasion d'évoquer le sujet ensemble. Vous êtes heureux, vous, dans votre ministère? Eh bien, écoutez, c'est un grand honneur. On a cru comprendre que M. Darmanin, il n'était pas complètement heureux, quand même. Écoutez, c'est un grand honneur que le Président de la République et le Premier ministre m'ont fait en me confiant cette tâche de seconder Jean-Yves Le Drian en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et ce sont des sujets sur lesquels je suis engagé depuis des années, sur le commerce extérieur, sur la francophonie. C'est un de mes combats depuis 20 ans. J'avais une association et donc je suis heureux aujourd'hui de pouvoir passer à l'action aux côtés... Sur la francophonie? Eh bien, sur la francophonie, nous sommes en train de préparer un grand plan
pour la défense et la promotion de la langue française. Parce que nous avons, c'est un actif considérable, cette langue qui est parlée dans plus de 80 États dans le monde, avec 280 millions de locuteurs. Eh bien, nous devons en faire une force. Et les Français... C'est quoi ce plan? Ça consiste à quoi? Justement, nous sommes en train d'y travailler et je vais lancer dans quelques jours un site internet qui permettra de prendre de nombreuses propositions. Depuis le ministère, depuis le Quai d'Orsay. Tout à fait, de recueillir les propositions des Français, mais également des francophones du monde entier, pour redonner de la vigueur à notre langue et faire en sorte qu'on puisse eh bien, avoir conscience de tout ce que ça offre en matière d'opportunités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, parce que le français, eh bien, c'est pas seulement la langue des Français, c'est la langue qui est également, je dirais, qui recueille les cultures du monde entier. Vous n'allez peut-être pas en profiter pour dire aux immigrés des pays francophones de rester chez eux ou de rentrer chez eux. Comment vous allez faire vis-à-vis de l'immigration? On sait que le gouvernement est assez offensif là-dessus. Et les reconduites à la frontière sont au programme. Comment vous faites pour reconduire les immigrés qui ne sont pas éligibles au droit d'asile dans leur pays? Ben c'est simple, vous avez raison de le rappeler, le gouvernement, il a une politique équilibrée. D'un côté, rendre plus effectif le droit à l'asile, parce qu'il y a des personnes qui fuient la guerre, qui fuient parfois des... Mais on voit que tous ceux qui viennent en France, il y en a beaucoup, la plupart, c'est pas pour des raisons justement politiques. Non, mais je reviens pour donner l'équilibre global, et de ce point de vue-là, le président de la République fait en sorte que ces gens-là n'aient pas la traversée de la mort à faire que constitue la Méditerranée, et donc il y a tout un dispositif qui est mis en place au Niger, au Tchad. Et par ailleurs, effectivement, il y a de nombreux migrants économiques pour lesquels nous devons agir, mais différemment. C'est faire en sorte que, par exemple, ce continent africain, qui a d'énormes opportunités, puisse offrir eh bien, à tous ces jeunes un avenir qui soit à la hauteur de leurs espérances. Parce qu'on a une jeunesse africaine. Ça, on connaît le discours, mais comment vous faites? Eh bien, c'est simple. Par exemple, on va porter l'effort français en matière de développement de 0,37% du PIB à 0,55% d'ici à la fin du quinquennat. Et donc, c'est le discours du président de la République à Ouagadougou. Comment vous faites pour reconduire les immigrés qui n'ont pas de papier? Eh bien, il faut obtenir plus de laissez-passer consulaires. C'est ce qui permet... C'est quoi? C'est ce qui permet d'obtenir auprès des États dont sont ressortissants ces personnes, eh bien de pouvoir réintégrer effectivement leur pays d'origine. Vous avez nommé un ambassadeur là-dessus. Et donc, Monsieur Teixeira, qui est effectivement ambassadeur chargé d'immigration, fait ce travail de dialogue et avec des plans d'action, avec tous les États eh bien, qui sont les États émetteurs. Et donc, au-delà de cette dimension, il y a aussi l'aspect de lutte contre les réseaux, parce que souvent, la misère humaine, justement, elle est exploitée par des filières qui sont véritablement mafieuses. Rapidement, l'Europe, vous êtes inquiet de la fracture? Le Figaro a titré là-dessus la semaine dernière, de la fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Je crois que le président de la République, justement, il prend soin de parler très régulièrement à tous ses homologues. Il avait fait une tournée fin août dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, moi, je suis très confiant sur le fait que... il y a des propositions qui ont été mises sur la table par le président de la République lors de son discours de la Sorbonne et que eh bien, le débat va s'enclencher autour de ces propositions pour avoir une Europe qui soit plus souveraine. On a besoin de souveraineté européenne et pour une vraie Europe puissance. Parce que face aux États-Unis, face à la Chine, eh bien, l'Union européenne, elle se doit d'être au rendez-vous, là aussi, de l'efficacité. Trop souvent, l'Europe a été inefficace et on en a besoin. L'affaiblissement chez elle de Mme Merkel, c'est pas un obstacle, un inconvénient pour Emmanuel Macron? Alors moi, je me félicite de voir que les pourparlers, les discussions entre le SPD et la CDU-CSU ont débouché sur un programme, ça y est, de gouvernement de 28 pages, qui commence d'ailleurs par un premier chapitre sur l'élan européen. Et donc on voit bien que le discours d'Emmanuel Macron porte aussi et rencontre un écho outre-Rhin. Et donc j'espère que ce processus va pouvoir aller à son terme et que nous pourrons avoir cette Allemagne forte et stable dont nous avons besoin pour agir en Europe. Et puis j'ajoute que le 22 janvier, c'est l'anniversaire du traité de l'Élysée. Ça sera l'occasion, je crois, de saluer cette amitié franco-allemande qui va forte. être renouvelé, enfin il va être relancé ce traité? La relation franco-allemande est telle que nous intégrons cela au quotidien. Moi, je travaille énormément avec mon homologue au commerce allemand et nous réfléchissons ensemble aux mesures à prendre. Une liste centrale aux européennes, c'est possible? C'est possible et c'est souhaitable parce que, on le voit bien, aujourd'hui, le clivage, il est entre ceux qui sont pour une Europe forte, puissante et une Europe qui soit efficace et puis d'autres qui rejettent totalement l'idée européenne. Je pense à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine
Marine Le Pen. Et donc, je crois que nous devons effectivement avoir ce bloc large. Et votre ancien parti, les Républicains? Eh bien, je pense qu'il y a un problème, je pense, d'incarnation et de message, tout simplement. Ils ont un président qui s'appelle Laurent Wauquiez. Parce que on est là dans une droite qui malheureusement a rétréci. En 2002, il y avait une droite très large, l'UMP fondée par Alain Juppé, allait des centristes aux libéraux en passant par les gaullistes. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus ça, que cet ADN a disparu. Et vous le savez, nous sommes nombreux à droite à nous reconnaître dans l'action transformatrice qui est portée par En Marche. Alain Juppé a annoncé ce matin qu'il n'avait pas renouvelé sa cotisation, ni en 2017, ni en 2018 aux Républicains. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça montre bien que l'esprit qui a présidé l'Union de la droite et du centre en 2002, si son fondateur lui-même en arrive à cette décision, eh bien, ça montre bien que les choses ont changé et que désormais une bonne partie de la droite peut se retrouver dans l'action qui est pragmatique, qui se veut efficace du président de la République, du Premier ministre. Il y a une dérive droitière actuellement? Je crois que les Républicains, à force, Laurent Wauquiez, en voulant donner des leçons à tout le monde, a oublié le réel. Et le réel, c'est quoi? C'est que la droite, souvent, elle a eu des mots forts, mais elle a eu des actions faibles, qu'elle a failli, qu'elle a échoué, et qu'elle devrait peut-être faire son propre examen de conscience avant de jeter des anathèmes, alors qu'il y a aujourd'hui un gouvernement qui, vous savez, est constitué sur le même modèle que les conseils municipaux de nos communes rurales. Vous savez, je suis élu de Lyon. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de différentes origines, qui ont différents parcours, mais qui ont, je dirais, une seule ambition chevillée au corps, c'est celle de faire réussir le pays. Et pourtant, on dit que vous êtes plutôt un gouvernement des villes, un gouvernement des riches. Non, c'est faux. C'est faux. Il y en a beaucoup. Mon collègue Jacques Mézard est élu du Cantal, je suis élu de Lyon. Et regardez, Julien Denormandie, qui est secrétaire d'État au territoire, il a annoncé des mesures innovantes pour les territoires ruraux grâce à cet accord avec les 4 opérateurs de téléphonie mobile. C'est considérable. C'est considérable. Vous savez que les Français de la France périphérique, eh bien justement, ils ont souvent ce ras-le-bol parce que chez eux, ils considèrent qu'il n'y a pas le même service qu'ailleurs. Et donc, grâce à ces actions concrètes, ça c'est du résultat, eh bien les Français pourront enfin appeler partout depuis l'ensemble du territoire en 4G. Ça n'existait pas. Les résultats, c'est palpable quand? Ça commence dès aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, qu'en matière économique, la France redevient attractive, c'est parce qu'il y a des mesures qui ont été prises il y a 6 mois, qui aujourd'hui portent leurs fruits. Et c'est très concrètement, c'est quoi? C'est aussi dû à des mesures qui ont été prises par François Hollande. Je crois que c'est dû aussi à un changement d'état d'esprit. Parce que le fait que Emmanuel Macron, président de la République, soit venu en fonction, a changé le regard sur la France. Et lui, comme son épouse Brigitte Macron, sont les meilleurs ambassadeurs de la France. Et grâce à eux, je peux vous dire que le regard sur le pays change et qu'aujourd'hui, être français, c'est tendance. Le regard pays change. Oui, être français, c'est tendance. Oui, tout à fait. Je le vois dans mes déplacements à l'étranger. Je serai la semaine prochaine au Vietnam, ça ne me démentira pas. Les entrepreneurs français vous le disent, les Français de l'étranger vous le disent. Aujourd'hui, la France est attendue dans le monde et c'est ici que ça se passe. On continue avec vos questions, avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Et c'est Merwan Meadji qui nous rejoint dans le studio. Bonjour Merwan. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Alors on a Sally sur le Figaro.fr qui est plutôt mécontent de vos réponses et qui nous dit « Vous réfléchissez et vous vous en félicitez, il y en a marre, vous faites du blabla. Pourquoi nous les Français ne nous sommes jamais consultés sur les grands débats ?» Ah mais écoutez, au contraire, le président de la République nous a dit que nous devions continuellement consulter, associer les Français. C'est ce que je fais par exemple sur ce plan pour la langue française avec un site internet qui va être lancé à la fin du mois. Et donc Sally aura l'occasion de donner son avis. Mais je sais que bien d'autres collègues au gouvernement font de même. Et puis nous associons également les Français à travers leurs représentants. Je pense par exemple avec des dialogues avec les territoires, avec les régions. Demain avec Jean-Yves Le Drian, moi je recevrai les présidents de région pour parler de notre ambition touristique. Qui parle notamment de l'immigration. Oui, et bien de ce point de vue-là, vous avez vu que énormément de réunions ont eu lieu tant avec le ministre de l'Intérieur qu'avec le Premier ministre. Et donc je crois que c'est un peu un mauvais procès qui nous est fait. Une question de Charlotte. Selon vous, la coalition allemande SPD, CDU et CSU est-elle démocratique ?
Le peuple allemand s'est prononcé. On voit bien que aucun parti ne peut seul gouverner. Et donc, à partir de là, le fait que les représentants qui ont été désignés par le peuple allemand arrivent à se mettre d'accord sur une feuille de route ambitieuse, eh bien, c'est le respect, effectivement, du vote. Vous avez quitté les Républicains, vous soutenez En Marche et vous êtes proche de Sens commun. Est-ce que tout ça, c'est cohérent? C'est une question de Bilal. Mais vous savez, moi, ma cohérence, elle est totale depuis le début. J'ai soutenu Alain Juppé aux élections primaires parce que je considérais qu'il était le plus apte, à l'époque, à droite, à fédérer les Français. Parce que je crois que nous étions dans une forme de dépression nerveuse au niveau de la France. Et dès lors qu'il y a eu cette faillite morale de la droite avec François Fillon, j'ai bien vu que Emmanuel Macron était la réponse aux maux qui touchaient les Français. Et donc ce côté rassembleur, c'est lui qui l'incarnait le plus. Faire en sorte que les gens de droite, de gauche, du centre, de la société civile puissent s'unir derrière les trois couleurs et travailler pour la France, était pour moi la meilleure réponse. Si la PMA était adoptée, est-ce que vous pourriez rester au gouvernement? Vous savez, j'ai soutenu le projet d'Emmanuel Macron en toute connaissance de cause, et donc je le soutiens de A à Z. Après, justement, le président de la République, ce qui le différencie de son prédécesseur, c'est qu'il souhaite que ces débats sociétaux, qui touchent à l'intime, qui touchent à l'éthique, soient respectueux de toutes les consciences. Et donc, nous avons des débats bioéthiques qui vont être lancés cette année. Cette année va être l'occasion, je crois, d'évoquer ces sujets sans tabou, mais en évoquant, et personnellement, écoutez... Vous êtes hostile à la PMA? Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel on va progresser, on peut progresser, mais qui touche aussi, qui ouvre des questions connexes, par exemple par rapport à l'accès aux origines, parce qu'un enfant qui est issu de PMA peut, à un moment, se poser des questions, et donc ces questions-là, pour l'instant, vous le savez, elles ne sont pas encore toutes résolues, et donc il convient que le débat qui va se conduire doit se conduire de façon dépassionnés et en s'appuyant à la fois sur les témoignages des scientifiques, des religions, et faire en sorte que une décision puisse être prise de façon sereine. Une décision sera prise d'ici à la fin du quinquennat? Écoutez, ça figurait dans le projet du candidat, et donc je sais que le candidat est attaché à la mise en œuvre du projet. Sally revient sur ce que vous disiez tout à l'heure et nous demande si on ne pourrait pas faire plus de référendums plus régulièrement, justement pour demander plus régulièrement l'avis au peuple. Alors il y a au programme une réforme pour justement le droit à la pétition. Oui, alors vous savez, tout ce qui peut permettre effectivement d'associer au quotidien, eh bien, le problème c'est qu'en France, le référendum, on l'a un petit peu sacralisé et ça devient un outil où souvent, vous l'avez vu, la réponse n'est pas une réponse à la question qui est posée, mais à un contexte politique qui existe à un moment. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut trouver tous les moyens. Et si au niveau des territoires, au niveau local, ça peut permettre d'aider à prendre des décisions, écoutez, pourquoi pas? J'ai une dernière question de Carla qui nous dit « Macron annonce un plan pénitentiaire global avant février. En quoi consiste-t-il » La ministre de la Justice, garde des Sceaux, se rendra demain effectivement dans l'établissement du Pas-de-Calais qui a vu des surveillants agressés. Et donc, tout cela est en cours d'élaboration, mais je la laisse communiquer sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que je la laisse communiquer sur ce sujet parce que vous savez, on est dans un gouvernement où justement, où on n'est pas là pour prendre les sujets des uns et des autres, et on n'est pas là pour parler à la place des uns ou des autres. Et donc, j'ai bien à faire aux côtés de Jean-Yves Le Drian déjà en matière d'affaires étrangères pour ne pas dévoiler ce qui ressort d'un autre collègue. Voilà, c'était les réponses à vos questions et à nos questions de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Merci Merwan Merji de vous être fait le médiateur des questions des internautes.